Martin Veil est en plateau et j'ai envie de dire ouf, parti vendredi pour tourner au Maroc, il s'est fait arrêter par les autorités marocaines. Donc pour nous donner le caméra, on va vous emmener vers Non. Hier, notre équipe a passé tout l'après-midi dans un commissariat. Hier soir, ils ont été ramenés sous escorte à l'aéroport de Casablanca, puis expulsés du pays ce matin. On va quand même faire le sujet que les autorités marocaines ne souhaiteraient peut-être pas qu'on fasse. Nous sommes le lundi 4 avril 2016, bienvenue à Paris. Antenne, ça ressemble au titre d'un film ou d'une série. Voici Panama Papers. Une affaire tentaculaire déjà baptisée Panama Papers. Long de l'enquête, Panama Papers. Panama Papers. De ces fameux Panama Papers. Pardon mademoiselle, Panama quoi? De ces fameux Panama Papers. Alors on ne demande pas à ce que tout le monde soit bilingue et dise papers, mais de là à dire... De ces fameux Panama Papers. Les Papers, P-A-P-E-U-R-S-E-S, bref, les Panama Papers, c'est une énorme affaire révélée par plusieurs journalistes dans le monde. Et en France, justement, c'est le quotidien Le Monde qui le balance. Ces révélations d'un ensemble de rédactions du monde entier, dont fait partie celle du Monde. En France, c'est Le Monde qui ouvre le bal. Par nos confrères du journal Le Monde. Que dévoilent ce soir plusieurs journaux, dont Le Monde. Sauf qu'en France, il n'y a pas que Le Monde, c'est une collaboration avec une équipe de journalistes de l'émission Cache Investigation de France 2, présentée par Élise Lucet, qui elle-même présente aussi le Trésor de la 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h. Elle attendait 13 heures comme un enfant attend Noël. Mais elle a fait sa modeste. Hein. Non, je vais pas en parler tout de suite, je vais mettre un premier titre. À la une aujourd'hui, la pénurie de profs remplaçants dénoncée par la principale fédération de parents d'élèves. Et en deux, elle se lâche. Nous reviendrons aussi sur nos révélations des Panama Papers, la fuite la plus massive de l'histoire sur les sociétés écrans. Sur nos révélations arrive donc le moment où il va faire trembler le monde. Droite comme un i, c'est son moment et ça sent la répétition ce matin devant le miroir, vous savez, dans la salle de bain. Parlons maintenant de nos révélations, les fameux Panama Papers. Parlons maintenant de nos révélations, les fameux Panama Papers qui déclenchent une onde de choc planétaire. France 2 et Le Monde sont les seuls médias français à avoir travaillé sur cette enquête pendant des mois. Parlons maintenant de nos révélations, les fameux Panama Papers qui déclenchent une onde de choc planétaire. France 2 et Le Monde sont les seuls médias français à avoir travaillé sur cette enquête pendant des mois. Alors François Hollande a réagi ce matin lors d'un déplacement à Boulogne-Billancourt. Jean-Pierre Pernaut de TF1 a retenu ça de la déclaration du président. François Hollande promet des enquêtes fiscales pour chacun d'entre eux. Lui a retenu ça. Élise Lucet, elle, a retenu autre chose. Dès ce matin, François Hollande a réagi à ces révélations sans précédent. Le chef de l'État a salué le travail des lanceurs d'alerte et de la presse. Le chef de l'État a remercié personnellement Élise Lucet pour son investissement, son travail et son sérieux. Nous reviendrons aussi sur nos révélations de nos révélations. Grâce à nos données. Nous, on se retrouve à 20h55 mardi pour Cache Investigation. Bande-annonce de Cache Investigation de demain avec Éric et Quentin. Demain, Cache Investigation enquête sur le scandale Panama Papers. Suivez-moi, le voilà. Excusez-moi, monsieur. Élise Lucet, Cache Investigation. Laissez-moi, j'ai pas le temps. Laissez-moi, c'est plus rapide. Face au manque de réponses, nous n'abandonnons pas. Bonjour, monsieur. Élise Lucet, Cache Investigation. Une question. Laissez-moi, madame. Le 26 mai 1986, vous avez grillé un feu rouge au Panama, monsieur. J'ai ici les documents. Panama Papers me concerne pas. Monsieur, Merci, pouvez-vous... monsieur. L'équipe de Cache Investigation a trouvé un stratagème pour obtenir des réponses. Eh bien, comme monsieur refuse de répondre à nos questions sur le Panama Papers et qu'il reste enfermé là-haut, dans son bureau, nous avons rédigé nos questions sur des ballons gonflés à l'hélium que nous leur envoyons immédiatement. Bonjour, monsieur, Élise Lucet, Cache Investigation. Les questions sur le Panama, vous pouvez répondre, s'il vous plaît, monsieur. Apparemment, la politique de la chaise vide est de mise. Monsieur préfère faire l'autruche et rester dans sa caverne. Mais Cache Investigation n'abandonne jamais. Bonjour, Élise Lucet, Cache Investigation. Une question, monsieur, s'il vous plaît, répondez à la question. Vous avez peur de quoi, monsieur? Bonjour, je vais rue de la Bonjour, Élise Lucet, Cache Investigation. Monsieur, j'ai une question. Répondez à nos questions, s'il vous plaît. Cache Investigation spéciale Panama Papers. Bonjour, Élise Lucet, Cache Investigation. Ah non, laissez-moi, Au sujet madame. des Non, Panama laissez-moi. Je ne Papers. veux plus parler de Panama Papers.
Ils occupent la place de la République depuis jeudi soir contre la loi El Khomri et ils se font appeler Nuit debout. C'est le mouvement qui est en train de monter du côté de la place de la République à Paris. Hier, ils étaient près de 2000 et 80 000 à suivre la manif sur le réseau social Périscope. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Comment s'organisent-ils? On va à place de la République. On retrouve Camille Cronier. Tu vas passer la nuit ici. Est-ce qu'il y a du monde? Alors oui, je ne sais pas si tu vois derrière moi, il y a énormément de monde. La place est en train de se remplir petit à petit, ça se noircit. Il y a plusieurs centaines de personnes pour l'instant. Qui sont ces gens, Camille? Beaucoup de jeunes, puisque tout est parti de la loi El Khomri. Beaucoup de jeunes, mais pas que. J'ai croisé par exemple des retraités très militants. J'ai croisé une assistante pédagogique, elle pas du tout militante. Et sur son site internet, Nuit debout fait un listing. Alors il parle d'ouvriers, d'étudiants, donc d'intellos, de syndicalistes, de mal logés, de précaires. Et là, il y a même des agriculteurs qui sont arrivés, des paysans bio dits Nuit debout, qui viennent tout juste d'arriver. Ils revendiquent quoi exactement? Alors au début, donc, c'était le retrait de la loi sur le travail, c'est toujours le cas, mais ça s'est élargi. Maintenant, on parle des mal logés, on parle des réfugiés, on parle d'agriculture, donc ils parlent aussi de l'état d'urgence. Enfin, il y a vraiment tout un panel de sujets qui sont arrivés ici sur la place de la République. Et leur objectif, c'est quoi? Alors leur objectif, c'est de faire un petit peu comme en Espagne avec le mouvement des indignés, c'est de trouver une nouvelle forme de démocratie. Ils revendiquent d'ailleurs ici de ne pas avoir de leader pour justement changer cette démocratie et ils le disent avec le sourire ici, on veut réinventer le monde. Alors certains vont passer la nuit ici, place de la République, et tu vas faire la même chose, tu vas passer la nuit avec eux et on verra ton reportage mercredi. C'est ça? Toute la nuit? Voilà, toute la nuit. Avec le duvet. Donc bonne nuit et bonne soirée. Bonne nuit Camille et merci. Il fallait au moins une salle grosse comme ça, cette énorme salle en rond pour accueillir à Washington le sommet sur la sécurité nucléaire. C'était en fin de semaine. Arrivée de toutes les délégations à l'aéroport de Washington, la Chine avec son gros avion qui concurrence le Japon et son gros avion, la Turquie et son moyen avion, l'Italie, son encore moyen avion, l'Ukraine, mais avouez que le plus bel avion est bien évidemment le nôtre, et le plus petit avion étant la Suisse, l'avion du président suisse de la Schweiz, qu'on a rajouté un bruit de tracteur dessus, car on trouve ça rigolo ici, on aime beaucoup le rire. Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Bref, on retourne à Washington, arrivée des chefs d'État, protocole très bien rodé, regardez les voitures. Ce sont des images différentes. Ouverture des portes, ouverture des portes, ouverture des portes. Et arrivée de la Sprite de la Suisse, sortie du véhicule de la Schweiz. Et coucou photographe, Renzi, l'Inde, coucou photographe. Et voici le nôtre. Donc il va se retourner et coucou. Ah, coucou, voilà. Au programme des rencontres bilatérales, des déclarations, une grosse réunion et une photo de famille. Et pour rendre compte de tout ça, le site de l'Élysée avait son photographe sur place avec ce reportage mis en ligne, plein de photos. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils font comme vous, quoi. Ils choisissent les meilleures photos. Bah oui, ils ne choisissent que les photos qui vous mettent en valeur, qui mettent en valeur le président. Par exemple, celle-ci, où dans le mouvement, on a l'impression qu'il donne des ordres à Obama. Et Obama a l'air d'être une petite chose toute fragile. Il y a cette autre photo, François Hollande avec Barack Obama. Et si on zoome sur François Hollande, on dirait qu'il engueule Obama. Et le dommage collatéral de cette photo est juste au-dessus. Manifestement, ils ont privilégié la tête d'Hollande, car Royal a l'air d'accuser le décalage horaire. Autre photo diffusée par l'Élysée, celle-ci, pendant la grande réunion avec un François Hollande ultra concentré, la main sous le menton, alors qu'ils auraient pu choisir un autre moment. Voilà, celui-là par exemple, où il se gratte l'oreille. Et dernier très bon choix de photo, cette photo où le président descend fièrement de son oiseau blanc pour affronter le monde, alors que juste après ça, il se passait ça. Et ça, il n'y a pas la photo. En revanche, on a cherché partout, sur le site de l'Élysée, il n'y a aucune trace de la traditionnelle photo de famille. C'est comme ça, c'est pour les archives, comme dans tous les sommets, tout le monde est là, toutes les délégations se rassemblent. Et étrangement, cette photo n'est pas sur le site de l'Élysée, pour cause, il y a un trou là. Et juste avant de prendre la photo, écoutez Obama. C'est nous. Eh ouais, c'est nous le trou.
François Hollande n'était pas à la photo de famille. Selon Nous Infos, il parlait avec des journalistes français en coulisses. D'où le trou ici et la réflexion d'Obama qui le dit quand même tout haut. Hein. Le deuxième qui manque, c'était la Corée du Sud. Maintenant, imaginez ce que nous aurions dit si Obama était en France à un sommet et ne se pointe pas à la photo de famille. Ça aurait été vexant. Hein. Aujourd'hui, Martin Veil ne sera pas en duplex alors qu'il aurait dû l'être en duplex. Et tu es à Paris. Salut Martin. Qu'est-ce que tu fais à Paris? Tu es parti vendredi pour le Maroc et tu es déjà rentré. Bah écoute, ouais, parce qu'on a été arrêté hier par les autorités marocaines. On a passé la journée à la préfecture d'une ville qui s'appelle Beni Mellal. On a ensuite été transféré au commissariat de l'aéroport de Casablanca et on a été expulsé ce matin. Pourquoi le Maroc a expulsé notre équipe en 2-2? C'est quand on revient. À tout de suite. Le petit journal continue. On revient. Regardez le Petit Journal, je suis avec Martin Veil. Alors tu aurais dû être aujourd'hui en duplex du Maroc pour parler de cette histoire de deux homosexuels tabassés il y a 2 semaines. Ouais, exactement, c'est une histoire qui a beaucoup choqué, notamment parce que les agresseurs ont eu des peines de prison moins lourdes que les victimes. On a voulu aller sur place pour raconter l'histoire. Ça n'a pas plu aux autorités marocaines qui ont décidé de nous expulser. Et tu nous racontes tout ça juste après notre pause musicale du jour. Aujourd'hui, on reçoit Sarah W. Papson. Ils sont 5, ils sont parisiens. Ils ont tous une double vie. La nuit, ils enchaînent les concerts et le jour, ils sont comme vous, comme moi, ils travaillent. Sylvain, le chanteur, est steward. Romain, le bassiste, est prof de maths. Germain, le guitariste, est éditeur. Anthony, au clavier, est informaticien. Et Guillaume, le batteur, fait partie des Hernadettes. Et ce soir, après leur journée de boulot, ils sont tous là sur la petite scène du Petit Journal avec Wonderland. My body's really walk the show. Yeah, yeah, yeah. Dancing like a Jackson. I'm not going back, you know. Yeah, yeah, yeah. All alone, you got nothing. Turn on, you gotta free yourself. You got nothing. Trust me, you gotta say a prayer. Say a prayer. Say a prayer. Save yourself. All alone, you got nothing. Turn on, you gotta free yourself. You got nothing. Trust me, you gotta say a prayer. Say a prayer. Say a prayer. Save yourself. Swimming in a hot pool. My body's really want to show. Yeah, yeah, yeah. Dancing like a Jackson. I'm not going back, you know. Yeah, yeah, yeah. Swimming in a hot pool. My body's really want to show. Yeah, yeah, yeah. I'm dancing like a Jackson. I'm not going back, you know. Yeah, yeah, yeah. Merci beaucoup. Leur album Marathon sera disponible le 15 avril et le même jour, ils seront au printemps de Bourges. Martin, tu es en face de moi, tu es parti au Maroc. Vendredi, on devait être en duplex ce soir depuis le Maroc et finalement, tu es en face de moi, ici à Paris. Exactement, on est parti là-bas pour parler de l'homophobie au Maroc et plus précisément de ce qui s'est passé le 9 mars à Beni Mellal, une petite ville dans le centre du pays. 2 hommes homosexuels, ils s'appellent Abdelaziz et Abdellah, ont été tabassés chez l'un d'entre eux par une dizaine de voisins avant d'être jetés nus et en sang dans la rue. Une vidéo de l'agression est sortie la semaine dernière. Les images ont été diffusées sur Internet. Cette vidéo, elle a été filmée par les agresseurs. On a évidemment flouté les images et on ne va pas tout montrer. Ça dure plusieurs minutes et c'est vraiment très, très violent. Mais on a quand même voulu vous en montrer un extrait pour que vous vous rendiez compte de ce qu'il s'est passé.
La semaine dernière, 2 des agresseurs ont été jugés. Ils ont pris 2 mois avec sursis. L'une des victimes, elle, a été condamnée à 4 mois de prison ferme. Donc la victime a eu une peine de prison plus importante que les agresseurs. Oui, exactement, parce qu'au Maroc, être homosexuel, c'est un crime et c'est puni de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement. Hier, on s'est rendu à Beni Mellal pour faire un reportage. Là-bas, on a eu à peine le temps de sortir la caméra pour faire 3 images dans le quartier où a eu lieu l'agression. On a été dénoncé par les habitants qui soutiennent les agresseurs et un homme est venu nous voir. Est-ce que vous avez une autorisation? Non. Et votre passeport est Venez avec nous parce qu'ils sont là-bas. Cet homme, c'est donc un policier et ces images, ce sont les dernières qu'on a pu tourner avant d'être embarqués. Est-ce que vous avez contacté le ministère des Communications, non, à Rabat? Mais vous savez bien comment ça se passe, les journalistes qui travaillent sur les autorisations, monsieur, parce qu'on ne les obtient jamais. Il y a une loi qui réglemente ça. On n'a pas été bon. Hein? Est-ce que vous avez l'autorisation pour faire le tournage ou non? Simplement. Là, non, là pas. Donc vous nous donnez le caméra, on va vous emmener vers là. Non. Donc ils vous ont embarqué parce que vous n'aviez pas d'autorisation. Ouais, normalement, pour tourner au Maroc, il faut obligatoirement une autorisation. Alors, il faut contacter le ministère depuis Paris. Avant de partir. Exactement. Il faut contacter le ministère de la Communication à Rabat. Si la demande est acceptée, il faut fournir tout un tas de pièces justificatives et un synopsis détaillé de ce qu'on veut tourner au Centre cinématographique marocain. Les demandes prennent énormément de temps Une trentaine de jours, près d'un mois. Ouais, ça dépend. Quand l'autorisation est acceptée, ça peut prendre une trentaine de jours, ça peut prendre beaucoup plus. En tout cas, quand on les obtient, ça prend du temps. Et les obtenir, surtout quand on veut tourner des reportages sur des sujets qui fâchent comme l'homosexualité, ça arrive rarement. On a donc fait comme beaucoup de journalistes étrangers, on est parti sans autorisation. Et entre le moment où vous avez été arrêté, c'est-à-dire hier midi, et le moment où vous avez été expulsé, c'est-à-dire ce matin, il s'est passé quoi ? Tout d'abord, on a passé plusieurs heures à la préfecture de Beni Mellal. Ensuite, on a été transféré par la police au commissariat de l'aéroport de Casablanca. On a de nouveau attendu plusieurs heures. En tout, on a été retenu environ une douzaine d'heures. On a dormi dans une salle de l'aéroport sous surveillance policière. Et ce matin, ils nous ont amenés à notre avion pour nous expulser. Avant de vous faire arrêter, vous avez réussi quand même samedi à tourner un sujet à Rabat, dans la capitale, et notamment vous avez rencontré des homosexuels. Oui, exactement, parce qu'on voulait discuter avec eux et comprendre ce que c'est le quotidien d'un jeune homosexuel au Maroc. On ne pouvait évidemment pas faire l'interview chez eux, car ils habitent avec leur famille. Impossible aussi de faire ça dans la rue, par peur d'être entendu et dénoncé par des passants. On a donc loué une barque pour s'isoler, pour être sûr de ne pas avoir de problème. Pourquoi est-ce que vous avez voulu qu'on fasse l'interview ici, sur une barque ? Tout d'abord pour s'éloigner du regard des gens et pour ne pas trop attirer de l'attention, surtout au sujet qu'on est en train de discuter. Ça pourra nous mener à une agression, physique même. Est-ce que vos familles, est-ce que vos proches sont au courant que vous êtes homosexuel ? Oui, en effet, seulement ma famille, mes parents et mes frères savent que je suis homo. Ça a commencé quand je me suis connecté avec le PC de mon frère et j'ai laissé ma session ouverte sur Facebook. Après qu'il a tout vu, il leur a tout divulgué à propos de mon orientation. C'est les amis vraiment dans un état hystérique et ça... Par exemple, un jour, mon grand frère m'a frappé avec une chaise. Et ça fait 2 ans que ma mère ne me parle plus, mes frères ne me parlent plus. Ils voulaient me foutre dehors de la maison. Ils avaient l'idée de me faire soigner chez un psychologue. J'ai accepté d'y aller. Il leur a expliqué que c'était tout à fait normal. Que c'est pas une maladie. Voilà, que c'est pas une maladie. Mais quand même, ils n'étaient pas convaincus. Qu'est-ce que vous risquez si votre homosexualité est découverte ? Déjà, dans la rue, on risque de se faire tabasser. Parce qu'il y a plein d'homosexuels qui se font tabasser, mais qui ne peuvent pas aller dénoncer ça. Ils ne peuvent pas aller dire ça à la police. Parce qu'une fois arrivés chez la police, ils vont leur dire comme quoi on m'a tabassé. Pourquoi on vous a tabassé? Parce qu'on m'a insulté, on m'a dit que j'étais homosexuel. Ils vont directement vous arrêter pour homosexualité. Ça va prendre une peine de 6 à 3 ans. Tous les jours, des homosexuels se font tabasser. Des fois, ils se font tabasser à mort, mais personne ne va savoir qu'est-ce qui leur est arrivé. Parce que s'ils vont porter plainte à la police, ils vont se retrouver en prison? Directement, oui, directement. Vous êtes transgenre, vous êtes né dans un corps d'homme, mais vous vous sentez femme, vous avez été agressé physiquement plusieurs fois, vous avez fait de la prison aussi. Oui, je me sens plus femme qu'un homme. J'ai un comportement efféminé. Je ne peux pas changer, je ne changerai jamais. C'est vrai que j'ai une voix efféminée. Je suis moi-même. Pourquoi est-ce que vous avez été arrêté?
J'ai été arrêtée à cause de mon comportement et ma voix efféminée. C'était à Marrakech par un policier et j'étais en garde à vue 48 heures. Après, on m'a fait signer un papier en me faisant croire que je serais libérée. Après, je suis passée devant le juge. Il m'a dit que je serais condamnée pour 3 mois de prison. Dans cette prison à Marrakech, il y a d'autres homosexuels qui étaient incarcérés en même temps que vous? Oui, on était 12 dans la cellule. On était 12 homosexuels dans une cellule homosexuelle, pour les homosexuels. Moi, personnellement, c'était horrible. Je n'ai jamais pensé que je ferais de la prison dans ma vie parce que j'ai jamais fait de mal à personne. Ce qui s'est passé à Beni Mellal, c'est représentatif de ce qui se passe ici au Maroc? Bien sûr, c'est représentatif de ce que nos parents pensent déjà, de ce que la société pense et de ce que tous les Marocains et tout Marocains pensent. C'est l'idée qui règne ici au Maroc. Ça veut dire qu'ils ont eu ce qu'ils méritaient. Pour beaucoup de gens ici, c'est moins grave d'agresser physiquement quelqu'un que d'être homosexuel. Oui, c'est même un acte, on peut l'appeler comme un acte héroïque d'agresser, de lyncher un homosexuel en plein rue. Vous comptez rester au Maroc, partir? Moi, personnellement, je me sens obligée de partir. Parce que je sens que la société est contre moi, je sens que le gouvernement il est contre moi. Donc je me dois de partir, je me dois de vivre ma vie ailleurs. Je me vois adopter des enfants, je me vois avec un mari, donc je vois pas ma vie ici au Maroc. Donc ce qu'ils décrivent de la société marocaine, c'est représentatif de l'état d'esprit là-bas? Ouais, c'est clairement la position qui domine. Il y a quelques mois, il y a même un journal là-bas, Maroc Hebdo, qui avait sorti cette une. Faut-il brûler les homos? C'était à la suite d'une action des Femen dans leur pays. On est allé voir dans leur rédaction à Casablanca. On est allé discuter avec le directeur de la rédaction et l'auteur des articles. Ils se définissent comme un journal de centre droit. Ils se comparent souvent au journal français Le Point. Vous condamnez l'islam radical, vous défendez aussi le droit de la femme. Oui, absolument. Nous défendons le droit de la femme. Nous condamnons l'islam radical, forcément. Nous sommes pour la tolérance, tolérer les minorités, tolérer tout ça, quoi. Il faut accepter la société telle qu'elle est. C'est un pays de tolérance, vous le savez. Oui. Comment, du coup, est-ce qu'on peut avoir des unes comme celle-ci? Faut-il brûler les homos dans un journal comme le vôtre? C'est pas un caprice de notre part, hein. C'est pas du tout une au hasard. Parce que, tout simplement, le Maroc vivait, à ce moment-là, au moment où on a sorti ça, ce problème d'homosexualité. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Pourquoi est-ce que vous considérez que c'est un problème? Lorsque ça sort de l'intimité, de la discrétion, ça devient gênant pour la société. C'est comme si vous vous mettez nu, tout simplement, dans la rue. Ben, ça gêne quand même, c'est un attentat aux mœurs. Deux hommes qui s'embrassent dans la rue, par exemple, c'est impensable? Si ce n'est pas des embrassades, j'allais dire, familiales, oui, c'est bien sûr. Deux qui s'embrassent avec, de façon charnelle, de façon, oui, bien sûr que ça gêne et que ce n'est pas acceptable. Pourquoi, justement? Parce que ça choque. L'auteur des articles incriminés, si j'ose dire, entre guillemets, M. Mustafa Saimi. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est qu'est-ce qui vous passe par la tête au moment où vous vous dites, tiens, c'est un bon titre, faut-il brûler les homos? Ça fait partie des techniques de titrage de la presse. Elles sont excessives, elles sont commerciales, peut-être, etc. Pensez-vous que la ligne éditoriale de cet hebdomadaire soit d'appeler au meurtre ou d'appeler au lynchage? Pas du tout. Pas du tout. Ça a été mal interprété. Oui, mais... Et donc, on s'est heurté à un mur d'incompréhension et de réactions d'ailleurs excessives, même hystériques. Si la question n'est pas « est-ce qu'il faut qu'on brûle les homos ?» c'est quoi la question? Qu'est-ce qu'il faut comprendre en lisant ce titre? Il faut comprendre qu'il y a un problème qui est posé à cette société et qui doit être réglé et qu'on ne peut pas pratiquer la politique de l'autruche ni la politique du déni. Être homosexuel au Maroc, c'est passible de 3 ans de prison. Ça vous semble normal qu'on puisse être pénalisé légalement parce qu'on est homosexuel? Oui, parce que la société ne comprendrait pas qu'on ne soit pas ainsi. Plus vous pousserez à ce qu'il y ait des réformes dans ce sens-là, et plus la société marocaine, qui est conservatrice, sera attachée à son socle de valeurs. Alors, le premier monsieur de Maroc Hebdo a dit que c'était un pays de tolérance, donc on va essayer de retourner au Maroc.
Bah oui, en tout cas on espère. Normalement le procès des autres agresseurs et de la deuxième victime de ce qui s'est passé à Beni Mellal va avoir lieu le 11 avril. Donc on a lancé toutes les demandes en bonne et due forme. Et voilà, vu que c'est un pays de tolérance, je suis sûr qu'on obtiendra nos autorisations. T'as de l'espoir? On verra. En tout cas, on vous tiendra grave au courant. Merci Martin. C'est génial. Le Vu est aujourd'hui sponsorisé par Jean-Pierre Chevènement qui a une patate. Vous comprenez le recul de François Hollande sur la révision constitutionnelle? Je ne comprends pas. D'habitude, les matinales spéciales d'Europe 1, c'est plutôt ça. Ça sera effectif quand la loi sera votée. Je pense qu'il y a des priorités. Sarkozy, j'essaye d'écouter les Juppé. Français. Mais ce matin... Voilà. Mais vous inciterez vos enfants. Joe Star était invité spécial d'Europe 1 pendant 2 heures et effectivement ça change. Hein. Pas sûr qu'Alain Juppé aurait répondu ça à Thomas Soto. Vous avez encore l'âge de faire NTM et tout ça, là 48 ans? Bah, je fais de la musique. Pourquoi j'aurais pas... C'est quoi cette question pourrie, disons? Pas sûr que Manuel Valls aurait parlé de son anatomie comme ça. J'ai ce qu'on appelle la maladie du boulanger. C'est-à-dire j'ai la brioche qui tombe sur la baguette. Mais ça ne me dérange pas. Et pas sûr non plus que quelqu'un aurait parlé comme ça de François Hollande. Je pense que c'est pas une fonction facile. Hein. Après, il l'a voulu, le mec. Hein. Après, je pense qu'au vu des promesses qu'il avait faites, je pense qu'il fout la démocratie dans la merde, quoi. Joe Star le matin, ça change. Imaginez, vous êtes jeune et candidat aux primaires républicains et vous faites un film pour votre site internet comme Geoffroy Didier. Les idéologies et la théorie, c'est bien beau. Mais à la fin, seul compte la vraie vie. La vraie vie. Le candidat à la primaire des Républicains, Geoffroy Didier, milite pour la vraie vie. Mais si vous militez pour la vraie vie, pourquoi faire un clip comme ça? C'est sans trucage, regardez. De libérer les énergies et de montrer l'exemple. Plutôt qu'un programme de plus, je propose une manière d'être et de faire. La vraie vie pour Geoffroy Didier, c'est donc ça? Boire de l'eau au ralenti et en noir et blanc, alors que non, la vraie vie de Geoffroy Didier, c'est plutôt ça. Écoute-moi bien, je travaille dans le monde des affaires depuis plus longtemps que toi. Si j'ai réussi, c'est parce que j'ai souvent de bonnes intuitions. Je te l'accorde, ton idée est très séduisante sur le papier, mais si tu veux la concrétiser logistiquement parlant, ça risque d'être un cauchemar. Je crois que c'est Kyle Labotte de Feu de l'amour. Comment vont nos entraîneurs de Ligue 1 enfin en point lundi ballon? Didier, Serge, Paul, Nabil, Mousse, Johan, Kader, Romain, Julien. On les a trouvés un peu claqués ce week-end. Malgré On était beaucoup même très loin, quoi. On a appris des trucs très intéressants. Lyon, c'est Lyon et Montpellier, c'est Montpellier. Voilà. Tout le monde ne peut battre tout le monde. Comme si autre chose aurait permis autre chose. Ouais. Et comme tous les lundis, on continue de suivre les progrès en français de l'entraîneur de Monaco, Leonardo Jardim. Le titulaire international remplaçant aussi. Mbappé fait 4 matchs en 12. Ça, c'est le 15e match en 12 jours. Préparé, 3 matchs plus 19, plus aujourd'hui. Et enfin, ce week-end, nous étions au salon de la chasse à Rambouillet. Oui, messieurs, dames, car la chasse, c'est un peu notre passion. Ah, le corps de chasse, les animaux morts et les moustaches. Alors, plein de moustaches. Regardez-moi toutes ces moustaches. Bienvenue au salon de la chasse. Hey, un salon de la chasse et des moustaches qui nous donne chaque année l'occasion de poser des questions très subtiles aux chasseurs. Vous tirez combien de fois par semaine? Vous tirez sur tout ce qui bouge. Parfois, vous mettez même pas une cartouche, quoi. Vous tirez des coups depuis quand? Depuis l'âge de 14 ans. Ça fait 40 ans que vous tirez des coups? Oh, de moins en moins. Facile, ça dure combien de temps? Ça peut durer 5 minutes comme 3 heures. Cette année, j'en ai tiré une vingtaine. Je tirais 500 à 600 cartouches par année. Apparemment, ça maintient en forme. Oh bah, impeccable, regardez. Vous tirez à peu près combien de coups?
Ça dépend le passage. Vous mettez aussi à côté, j'imagine. Ah bah oui. Ça va? Mais ça, malheureusement, c'est... Non, ça se contrôle pas. Une biche un peu apeurée, ça vous excite par exemple? Ça excite, non, c'est de les voir partir devant nous, c'est de les voir se lever devant nous. Vous la mettez au fond à chaque fois? Ah bah, c'est pas sûr qu'on la met au fond, mais on va vous la tirer pas n'importe où, hein, je vous le dis, moi. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous retenir au dernier moment de pas Plusieurs envoyer, fois. quoi. Et vous faites quoi du coup? On le regarde. Et vous tirez par devant, par derrière, parce que c'est... Si c'est des bonnes balles, ça va, mais si c'est des mauvaises balles, des balles de pattes, souvent on casse souvent des pattes. Ah oui, c'est plutôt les petites pattes arrière ou... Ça dépend, pattes arrière ou pattes avant. Ça vous est arrivé déjà de casser les petites pattes arrière? Ah bah ça arrive, hein. Oui. Ça arrive. Ils sont dans leur truc. La revue de presse de Catherine et Liliane. Tu sais, dans l'affaire Panama Papers, eh bien, il y a le nom de 150 personnalités politiques ou autres qui sont citées dans cette histoire de compte caché. C'est beaucoup, hein? Ah oui, c'est beaucoup, hein, dis donc. Et tu sais que... Alors moi, je suis pas la dernière. Ça fait quelques années que moi aussi, j'ai ma liste de machins un peu compromettants pour la rédaction Canal, au cas où. Je peux faire chanter beaucoup de monde. J'ai tout mis sur disquette. Ah oui, mais ça se lit plus sur les ordinateurs, ça, Catherine. Quoi, les disquettes? Oui. Ah, mais d'accord. Parce que ça fait quelques années, je me disais, il me manque une fente. Ah ben ça, oui. D'accord. Ah bah merde. On a qu'à en faire des sous-bocs. C'est bien, oui, ça fait bien, ça. On n'en fait plus, des sous-bocs. De toute façon, je trouve le nom fait cocktail. Oui. Panama Papers. Et tu me mets un Panama Papers avec des caipirinhas? Moi, je trouve que ça fait actrice porno, Panama Papers. J'ai cru voir un film avec Rocco Siffredi. Oh, écoute, ça ne m'intéresse pas. Tu me rends mon sous-boc? Ma disquette? Merci. C'est ce soir qu'il y a Section 0 sur Canal+, de Olivier Marchal. Oui. On se réjouissait, on voulait le voir ensemble. Oui. Je débarque chez toi, ma fille. Ah mais non, mais j'ai pas Canal+. Et moi non plus, j'ai pas Canal+. Oh, bravo. Bon, Yann, venez voir. Allez, dépêchez-vous. Comment ça se fait qu'on n'a pas Canal+? On voulait voir Section 0 ce soir, toutes les deux. On n'a pas Canal... Quoi? Faut payer. Ah, faut payer. Et depuis quand? Depuis 84. Depuis 84, faut payer. Et nous, on bosse sang et eau. On est des employés Canal, on n'a pas Canal. On n'a pas Canal. Ah ben on va venir le voir chez vous. Oh, oui. C'est une bonne idée. Hein? On va venir avec un apéritif, des petits frichtis, elle va ramener de la suze, on sera entre collègues et ce sera sympa comme tout. Ah, super. Ah, oh, allez. Ici, le décodeur, vous savez quoi? Le branchement d'ici à la télé, la petite télécommande. N'hésitez pas à les appeler. Bonne soirée. Je crois que c'est quelqu'un qui ne nous aime pas. Je crois qu'il ne nous aime pas du tout. Et maintenant, il pense à nous, il se dit, je les aime pas. Mais si, je les aime. Demain, il y a foot. Barça contre Atlético Madrid. On revient mercredi à 20h10. Merci de regarder le Club Journal.